Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger et de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Pendant très longtemps, on m'a reproché d'être différent. Très tôt, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma force. Alors, je vais pas m'excuser d'être comme ça et je vais célébrer ça. Je complexais de mon nez, je complexais de mon visage. J'étais pas dans les cadres physiques, dans les critères de beauté qu'on pouvait attendre d'un garçon homosexuel, dans la communauté homosexuelle. Je me suis dit, c'est pas grave, je serai aussi flamboyant que Rossi De Palma et c'est pas grave. Les gens finiront par me définir comme une référence. C'est pas très humble, mais c'est aussi une manière de se sauver. Vous écoutez Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Je suis Hugo Bardin, je suis comédien, metteur en scène, réalisateur, mais on me connaît surtout sous le nom de Paloma, parce que j'ai gagné une petite émission de télé Drag Race France, saison 1. Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est qui le petit Hugo? C'est un petit garçon qui est dans sa bulle, qui lit beaucoup. Je me prenais pour Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires, pour Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours. Donc j'étais vraiment dans un univers un peu poussiéreux, d'un autre temps. En fait, j'étais très créatif. Toute ma vie, j'ai dit à l'école, mais moi je serai acteur. Et je suis naturellement allé au cours Florent après. Très vite, je me suis confronté au fait que, en fait, quand on est comédien, il faut faire face à un truc qui est terrible. Ça s'appelle le regard des autres et le désir des autres. Et moi, j'étais pas vraiment dans les codes. J'avais les cheveux jusqu'ici, noir corbeau. Je m'habillais comme Chateaubriand avec des chemises en soie. Je pense que j'avais pas du tout envie d'être dépendant du désir des autres. Donc je me suis mis à avoir du désir pour les autres et à mettre en scène. Comment t'en viens à 21 ans, tu réalises un long métrage, c'est fou. Quand je suis sorti du cours Florent au bout de 3 ans, je me suis dit, mais en fait, on s'est créé une troupe, on est 25, j'ai envie de célébrer ça, donc je vais écrire un film et je vais le réaliser. J'ai réussi à fédérer une équipe, on était 75 techniciens, on avait une vingtaine de décors, je crois que j'avais 35 comédiens et on a tourné pendant 3 mois et demi. À Paris, avec 4 000 € et on a fait un long métrage. C'est fou et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais à quel moment j'ai réussi à faire croire à tous ces gens que je savais faire un film. En fait, la première fois que je me mets en drague, c'est ma mère et j'ai jamais arrêté jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire que moi, je faisais du drag chez moi, je rentrais chez moi, je mettais des costumes, je me maquillais et je jouais des personnages. Je faisais ce que je fais aujourd'hui. En 2017... je me lance dans l'écriture d'un court-métrage qui s'appelle Paloma. Je regarde Drag Race, la version américaine, et je fantasme sur ça. Ça va être un moyen de faire du drag, tout en étant dans un cadre très sérieux, très cinématographique. J'avais très peur, en fait, que le milieu du cinéma ou du théâtre, qui sont des milieux snobs, ne comprennent pas le drag. J'ai rencontré une troupe qui s'appelait Les Matriarcas, qui m'ont dit mais viens, on va faire des perfs. Et en fait, avant même d'avoir tourné Paloma, je faisais déjà du drag et j'étais déjà Paloma. Donc le film se retrouve sur France Télévisions, il y a un petit bouche à oreille qui se fait. Et puis je suis pris dans une troupe qui s'appelle King Chef and Drag Queen. Et en fait, les producteurs de Drag Race sont venus voir le spectacle et ils m'ont vu. Voilà. Mais j'ai passé le casting comme tout le monde. C'était très particulier cette première saison parce qu'on n'avait pas de référence. À part la version américaine, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Moi, je pensais vraiment que l'émission allait avoir son petit succès dans le Marais et qu'on allait être regardé par 300 000 personnes, grand max. Et en fait, quand j'ai compris que c'était Raphaël Cioffi qui a écrit Catherine et Liliane, qui a fait le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier, quand j'ai compris que c'était France Télévisions, j'ai dit mais en fait, ça peut être que bien. Ça sera d'utilité publique. Quand on a tourné la finale, Soha m'avait dit un truc, elle m'avait dit attention, attention, on n'est pas là pour parler que de nous. On est là pour tous ceux qui peuvent pas parler, qui sont dehors. Ce soir, là, en août 2022, où j'ai gagné et où Daphné Burki est venue me mettre la couronne sur la tête et qu'on m'a tendu un micro et qu'on m'a dit alors, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai pris conscience non seulement du poids de la couronne, de ce que ça impliquait, mais aussi de tout ce qui s'était passé avant. Madame Arthur, le Carrousel, Michou, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, tous ces gens qui ont fait le drag
et le cabaret français. Tous ces gens qui se sont battus pour que les personnes queer puissent avoir des droits. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça le drag. Oui, on a fait une très belle émission de télé, mais le vrai héritage, c'est ça. Et je peux pas, parce que j'ai gagné une émission de télé, parler uniquement de mes perruques. J'ai vraiment pris conscience quand on m'a mis la couronne que j'étais une personne queer avec un micro et que c'était pas si courant en France. J'ai réalisé que depuis que je suis enfant, les personnes queer à la télévision, c'était Vincent McDoom, Stevie Boulet, Magloire et Sylvain de Caméra Café. Moi, j'ai grandi avec ça. On était toujours un peu le dindon de la farce. On était là pour faire de l'humour ou pour rester dans la marge. Et tout à coup, on nous donne une plateforme sur un média grand public, sur le service public. Là, on n'est plus en marge. On est en train de créer du mainstream, on est en train de créer quelque chose qui fédère au-delà de la communauté. Mon seul moment de popularité au lycée, c'est d'avoir été délégué de classe en première et en terminale. Mais en dehors de ça, j'ai jamais été le the chosen one. Et tout à coup, dans une émission qui célèbre la différence et qui célèbre le fait d'être unique et original, bah c'est moi qui gagne. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Je corresponds pas à l'époque, je suis pas moderne, je suis pas branché, je suis pas Camille Hogg. Normalement, c'est des gens comme ça qui sont populaires. Et ça m'a, j'ai pas analysé ça, j'ai pas compris. En vrai, t'es un peu notre Miss France. Hein. Oui, peut-être. Non, mais par exemple, tu vois, au moment des élections, l'année dernière, au moment des législatives, on nous a beaucoup demandé de nous positionner sur notre vote. Et en fait, je trouve que parfois la communauté exige de ses représentants, en tout cas des personnes connues, queer, qui pourraient être des porte-parole, elle exige trop une radicalité. Il faut comprendre que quand on a une position comme la mienne, ou comme celle de Bilal, ou comme celle de Niki, ou comme celle de Oshi, la prudence est aussi une force de frappe. Ne pas hurler, ne pas revendiquer tout et n'importe quoi et ne pas être dans la radicalité en permanence, ça fait plus avancer les choses, bizarrement, parce que on a besoin que notre image, que notre présence dans les médias se banalise. Et elle ne se banalisera que si on y va doucement et qu'on fait avancer les choses petit à petit. J'en parlais avec Bambi il n'y a pas très longtemps parce que je suis très ami avec Bambi. Elle me dit aujourd'hui on va trop vite, on veut tout trop vite. Et en fait la société elle a besoin de temps pour s'adapter. Et Drag Race a été un raz-de-marée qui a eu des répercussions aussi. Il y a une radicalisation en France. Aujourd'hui les gens ils reviennent à une forme de nationalisme et de radicalité. Et en fait c'est une réponse aussi à tout ça. Donc nous on doit s'adapter. Je crois qu'être uniquement dans la revendication, ça ne marche pas. Il faut aussi être, Moi, j'ai l'impression que je fais plus de bien en étant présent et en adaptant mon discours à mon audimat qu'en étant tout le temps dans une forme de radicalité. Compliqué, hein ? C'est compliqué, mais c'est une manière intelligente de voir la chose. On fait un petit rewind, on est après la finale, quelques mois après la finale. Et moi j'ai une image de toi, je te vois au club, c'est quelques mois après, vous venez de finir la tournée, t'es en bas dans le premier sous-sol et je te dis ça va Hugo et tu es complètement crevé. C'était où, je me souviens pas. Et t'es là et tu me dis je suis au bout de ma vie. T'es en plein dans cette année de folie, la tournée vient de se faire. Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là ? L'année post-Drag Race, c'est un tourbillon, mais qui a duré 2 ans. J'ai été en drag 5 jours par semaine, parfois 7. J'ai pas eu de vacances, j'ai travaillé et j'ai tout vécu. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut être présent. On te donne une chance énorme, il faut la saisir, donc tu vas tout accepter. Tu vas faire tous les plateaux télé. Tu vas faire toutes les émissions possibles, tous les shows possibles. On va te dire, oh, viens à Strasbourg faire ceci, c'est 2 heures, et puis après, il faut être à tel endroit. Je l'ai fait. Je passais ma vie dans des trains, je passais ma vie en drague. Et en fait, je crois que je me suis un peu oublié, j'ai un peu oublié Hugo. Je pense que je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas fait tout ça après Drag Race. Mais il y a eu un moment où ça a perdu un peu de sens, je le reconnais. Il y a eu un moment où être en drague non-stop n'était plus amusant. Et le drag, on est habitué à le faire au départ pour s'amuser. J'ai besoin aussi de faire des choses plus pérennes.
Je sais pas jusqu'à quand Drag Race ça va avoir du succès. Je sais pas jusqu'à quand les gens auront envie de voir des drag queens. Je sais pas si jusqu'à quand les gens auront envie de me voir moi. Donc en fait, il faut aussi que je fasse d'autres choses. Et ma force, c'est, je pense, d'avoir fait ce métier, enfin d'avoir travaillé dans le milieu du show business pendant près de 15 ans avant de faire Drag Race. Donc je sais ce que c'est aussi que de travailler dans ce métier. Et je ne me repose pas uniquement sur elle. Quand je dis elle, c'est Paloma. Et je fais d'autres choses à côté. J'écris des séries, des films, je prépare des spectacles. La tournée de Paloma au pluriel, pour moi, c'est la chose la plus personnelle et la plus utile que j'ai pu faire depuis Drag Race. Il y a un moment où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui soit à moi et uniquement à moi. Et j'ai eu envie d'écrire un spectacle qui, au départ, n'était pas du tout un seul en scène. Et en fait, je pense que le comédien en moi, frustré, avait envie de jouer. Et puis j'ai fait Quotidien, ce qui a été quand même un bouleversement dans ma vie, parce que tout à coup, je me suis retrouvé en direct toutes les semaines à la télévision à faire des personnages, avec toute la violence que ça implique aussi d'être confronté au grand public qui n'a pas forcément envie de vous voir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux écrire des personnages, je veux jouer, et je veux le jouer devant un public le plus large possible. Et donc j'ai commencé cette tournée qui devait à la base, je crois que c'était 10 dates. Et finalement j'en ai fait 70 et ça a duré 1 an et demi. Et je suis passé de salles de 200 places à des salles de 2000 places et ça a été à guichet fermé pendant 2 ans et c'est fou quoi. T'as fait aussi une apparition dans Walking Dead d'Daryl Dixon. C'est fou non ça aussi? Ouais, encore un truc absurde. Je passe un casting... Mais c'est même pas un casting, c'est la directrice de casting m'appelle et me dit t'es seule sur le rôle, mais on veut te voir en anglais. Donc je fais des essais en anglais, je suis pris, donc vraiment c'est qu'il me voulait. Et en fait j'apprends sur le tournage que le rôle a été écrit pour moi et que c'est une demande de Norman Reedus, donc qui joue Daryl Dixon dans la série Walking Dead. Et que le rôle alors c'est un petit rôle, hein, je suis dans 2 saisons, mais c'est du sur-mesure parce que Norman Reedus est fan et que Diane Kruger, sa compagne, est fan et qu'en fait ils passent leur week-end à regarder Drag Race de toutes les franchises confondues et qu'ils adorent la franchise française et qu'ils ont adoré ma saison. Voilà. Encore un truc absurde que je n'explique pas. Là, ton activité, tu es en train de travailler sur un projet de réalisation d'un film sur Bambi, avec Bambi. Oui. Tu peux nous en parler un peu? Il y a 5 ans, j'avais fait un calendrier avec d'autres artistes drag, un projet de calendrier qui s'appelait Calendrier Queer. Et on avait photographié avec Jean Ranobrac, je pense, 100 artistes drag king, drag queen, créatures de toute la France. Et en couverture, il nous fallait une icône, donc j'avais contacté Bambi. Bambi, c'est Marie-Pierre Pruvot. Elle a travaillé et elle a été vedette du cabaret Madame Arthur et du Carrousel dans les années 50-60 à Paris. Elle a été comme Coccinelle un phénomène international puisque elles sont les premières à avoir entamé des transitions de genre et à s'être faites opérer dans les années 60 et à avoir changé d'état civil. Et c'est une femme absolument fascinante qui a 90 ans aujourd'hui, que j'ai rencontrée dans le cadre de ce calendrier mais qui est devenue une amie, voire même un peu ma mamie. J'ai tissé des liens avec elle qui sont très forts. Et très tôt, je lui ai dit, mais il faut faire un film de ta vie, c'est pas possible. Il y avait eu le documentaire de Sébastien Lipschitz qui est absolument incroyable, mais je trouvais qu'il y avait matière à fiction. Je lui ai dit, mais viens, j'écris une série, j'écris un film. Elle me dit, oh, mais ça n'intéresse personne. Je dis, tu parles, c'est génial. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis Drag Race est arrivé. Donc ça a un petit peu chamboulé mon emploi du temps. Donc j'ai dû mettre ce projet de côté. Je me suis dit, mais en fait, Bambi, je peux pas passer à côté de ce projet. Je l'ai proposé à plusieurs maisons de production et ça a mordu. Je pense qu'il y a une vraie nécessité, une vraie urgence à parler de ça aujourd'hui. Les droits des personnes trans sont en train de régresser partout dans le monde. Je trouve qu'on a besoin de représentations positives sur des queers et surtout sur des personnes trans qui réussissent, qui ont du succès, qui accèdent au bonheur. Ça ne veut pas dire que leur vie n'est pas palpitante et n'est pas semée d'embûches, loin de là, mais c'est ça la vie de Bambi, qui a réussi l'impossible, c'est-à-dire qu'elle a réussi à s'intégrer complètement à la société, à vivre des histoires d'amour, à travailler, à être une vedette à une époque où le mot trans n'existe même pas, à se réinventer dans les années 70, de se dire ok, je vais passer le bac, je vais enseigner, je vais devenir Madame Tout-le-Monde,
Et pendant 25 ans, dans l'anonymat le plus total, elle a enseigné le français. Elle a eu les palmes académiques. Et puis à 75 ans, elle s'est dit, bon, je vais écrire des bouquins. Et puis je vais devenir célèbre en écrivant des livres. Et je vais redevenir l'icône. Elle est devenue, de fait, l'icône trans qu'elle devait être. Autour de moi, les personnes trans que je connais, elles vont très bien. Et elles ont marre, je pense, d'être représentées comme toujours des victimes. Dernière question, on va faire une petite projection. On est en 2047. On est à la 20e saison de Drag Race France. Il y a eu 6 All-Stars. Et là, c'est toi qui vas revenir pour amener la couronne à la gagnante de la 20e saison. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Je pense que ce qui fait que le drag, ça dure, c'est le talent. Si le drag, c'est juste une vitrine pour défiler dans des belles tenues, la saison d'après, il y aura quelqu'un de plus doué que toi pour ça. Mais si tu as vraiment quelque chose à créer, alors tu deviendras immortel. C'était Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Vous pouvez retrouver tous nos autres contenus sur Instagram, TikTok et Facebook. À bientôt! Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger, de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la.